Smart Trends, c'est l'émission, le rendez-vous des mutations et des tendances, vous le savez, et on a choisi dans la dernière ligne droite de ces élections municipales de donner la parole aux entrepreneurs. Qu'attendent-ils de leur futur maire? J'accueille Philippe Coy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le porte-parole de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Olivier Saleron, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, le président de la Fédération française du bâtiment, et Gaël Keinec, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de Movinon. Peut-être une question assez générale pour commencer, Philippe Coy. Pourquoi c'est important que les patrons de PME se fassent entendre, prennent la parole là, à ce moment-là, dans la dernière ligne droite des municipales? C'est primordial parce que nous sommes les acteurs du territoire. Nous sommes les créateurs de richesses, de l'emploi, du bien-vivre, la cohésion du territoire. Donc que les chefs d'entreprise soient des militants aujourd'hui des bonnes idées, me semble tout à fait logique. Et peut-être, si je dois faire une remarque, on ne s'est pas assez impliqué par le passé pour faire entendre notre voix, faire des propositions. C'est pas être dans l'opposition, c'est accompagner ceux qui demain vont présider des communes, des intercos, à prendre les bonnes décisions, à connaître l'écosystème de l'économie des territoires. Par peur d'être jugé partisan, etc. C'est peut-être pour ça qu'il y avait un peu d'hésitation. Je pense que le monde de l'entreprise, du commerce que je représente, a toujours eu un détachement à cette élection, à ces élections, ce qui n'est pas vrai dans le monde agricole. Il y a beaucoup plus d'agriculteurs engagés dans les territoires, dans les collectivités, parce que forcément, il y a peut-être moins de parti pris. Quand vous êtes commerçant, c'est toujours délicat de s'afficher, de prendre position, d'expliquer notre vision. Donc ça manque peut-être un peu d'engagement chez les patrons aujourd'hui de nos entreprises, dans nos commerces, pour faire porter cette voix. Et puis on a peut-être aussi le sentiment, il se trouve que je prends aussi une émission sur la chaîne parlementaire Public Sénat, qu'on ne parle pas beaucoup des chefs d'entreprise dans une campagne électorale en général et peut-être encore plus lors des municipales. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ou pas d'ailleurs? Oui, c'est mon sentiment. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise et peut-être de petites structures dans les villages plutôt ruraux. Parce qu'il y a quand même moins d'intérêt. Un chef d'entreprise, il faut le dire, il travaille pour le privé, mais il travaille aussi pour le public. Donc, les appels d'offres, on ne peut pas être jugé parti. Et donc, on a un frein au niveau de nous, entrepreneurs. Alors, nous, entrepreneurs du bâtiment, du BTP, là, oui, on est plongé, j'allais dire, autant que nos amis agriculteurs, mais dans la vie locale. Mais c'est vrai, vous avez raison. On a quand même ce petit, ce petit frein vraiment à s'engager en politique. Alors que c'est la politique noble, c'est la politique des collectivités, du territoire. Et alors nous, bien sûr, bâtiments et travaux publics, c'est l'aménagement du territoire. C'est l'implantation de nouveaux services pour nos adhérents, c'est la création de commerce, c'est la création d'entreprises, et puis c'est surtout la création de logements. Donc oui, de plus en plus, les chefs d'entreprise, d'ailleurs les Français nous le demandent, quand on entend les sondages, font confiance aux chefs d'entreprise pour « allez-y, prenez la même ». Mais je le dis, dans les villes moyennes à grosses, c'est compliqué parce qu'il y a cette question aussi des marchés publics. Et évidemment, il faut qu'on sauvegarde notre entreprise et l'emploi. Oui, effectivement. Gaël Keinec, je veux bien, en quelques mots, vous nous présentiez Movinon. Vous êtes déjà venu dans cette émission, mais quand même. Et puis peut-être aussi nous expliquer quel peut être votre rôle auprès des élus, auprès des maires. Donc Movinon, on est une association d'intérêt général, mais soutenue par des entreprises, mais plutôt des grandes, plutôt des entreprises du CAC 40. Et par contre, pour pousser un seul sujet, on les représente que sur un sujet qui est la mobilité durable. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte que la mobilité abîme moins la planète et soit plus juste. Et donc les grandes entreprises qui sont derrière vous, on ne va pas toutes les citer, mais c'est des constructeurs auto. Des constructeurs auto, vous avez Michelin, là justement pour le programme sur les municipales, on a travaillé avec Accenture, on a travaillé avec Orange, Massif, voilà. Bon, donc c'est assez varié. Voilà, nous on couvre toute la chaîne de valeur. Je dirais que si j'ai bien compris, mes collègues sont plutôt monosecteurs avec tout sujet, nous c'est l'inverse. On est un seul sujet, mais par contre on couvre toute la chaîne de valeur. Et donc avec quel rôle auprès des maires, auprès des élus? Alors, un peu comme vous, rôle de on a fait un peu notre mea culpa, on a réfléchi, on parle assez souvent à l'Europe ou à l'État, parce que les grands enjeux de mobilité, les grands programmes d'infrastructures, etc. se jouent là, mais on s'est dit, en fait, il se joue quand même aussi beaucoup de choses dans les territoires, il pourrait se jouer beaucoup de choses dans les territoires, il devrait se jouer plus de choses dans les territoires, et dans les mairies et dans les intercos, on peut faciliter la vie des gens, on peut faire avancer la mobilité durable, et c'est trop urgent, trop important pour qu'on ne s'intéresse pas à cet échelon. Donc on s'est dit,
dit, là, on a une opportunité formidable. Donc, comme mes collègues, on a fait la proposition. Voilà, vous êtes les uns et les autres venus avec les propositions que vous avez pu faire aux élus. Alors, on ne peut pas tout, évidemment, évoquer, même dans une émission d'une demi-heure, mais on va commencer par la question de l'attractivité qui est certainement centrale. Et d'ailleurs, on trouve des points de convergence dans vos propositions. Comment rendre ces territoires, là dont on parle, plus attractifs, peut-être aussi plus fonctionnels, Philippe Coy? Alors, comment les rendre plus attractifs avec l'offre? Mais l'offre, elle est plurielle. Avec la Fédération du bâtiment, je crois qu'il y a une vraie complémentarité parce que avoir un commerce, c'est aussi avoir un habitat de qualité. Et je crois que la place que l'on prend aujourd'hui dans ce débat de l'organisation du territoire, des élections municipales, est très important pour accompagner, je dirais, l'ensemble des sujets. Pas que parler du commerce ou du pied d'immeuble, c'est quelle est la qualité de l'habitat dans ma ville, quelle est l'offre des infrastructures routières, parce que la crise que nous traversons, qui est quand même présente, durable et qui pèse sur chacun d'entre nous, doit trouver une solution par la concertation. On ne peut plus travailler en silo, que les commerçants d'un côté, que les collectivités de l'autre, ou telle profession. On doit mettre sur la table l'ensemble des problématiques pour trouver collectivement, collégialement, je dirais même, les solutions pour le bien vivre ensemble, l'harmonie du territoire. Parce que si vous faites venir une entreprise, il faut aussi trouver de l'emploi, souvent dans un couple. Si vous faites de l'industrie, comment madame va travailler? Donc tout cela ne peut pas se travailler que dans son précaré. Je suis militant de dire, partageons nos idées, partageons nos problématiques pour créer des solutions communes. Ouais. Olivier Saleron, qu'est-ce que vous proposez en matière d'attractivité du territoire? J'imagine que vous le liez aux enjeux d'aménagement. Oui, bien sûr. Alors, l'attractivité du territoire, c'est vrai que tous les maires aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont jugés sur leur bilan. Avez-vous gagné des habitants ou perdu? C'est toujours un drame quand on passe sous les 30 000, sous les 20 000 et sous les 10 000. Ça veut dire que quelque part, les habitants, vous n'avez pas fait votre boulot, vous n'avez pas attiré des jeunes, des moins jeunes, des actifs ou non actifs, mais en tout cas, vous n'avez pas fait ce travail. Donc, c'est là qu'il faut effectivement. Et c'est pour ça que la Fédération du bâtiment n'est pas sclérosée dans le bâtiment, BTP ou aménagement du territoire ou construction. Nous faisons partie dans l'exécutif de la CPME nationale et aussi du MEDEF au niveau national. Donc, et alors, qu'est-ce que vous proposez pour rendre ces territoires plus attractifs, en matière d'aménagement notamment? Donc, aménagement, bien sûr, service aujourd'hui, bien évidemment. Et puis, vous savez, tous nos concitoyens ne cherchent pas que du loisir. Ils cherchent d'abord à être bien accueillis dans leur entreprise, donc rénover les entreprises de plus en plus, donner des solutions justement, on va parler tout à l'heure de tout ce qui est transition environnementale, transition énergétique, mais être bien chez soi en confort, mais d'abord au travail, et ensuite bien sûr leur proposer ce qu'ils désirent par rapport à leur confort, par rapport à leurs moyens, à des logements abordables ou un petit peu plus. Donc de la maison individuelle, soit existante et rénovée, ce qui est compliqué aujourd'hui quand on se déplace ou quand on quitte une grande ville, d'aller dans une plus petite ville, il y a toujours des espaces peut-être un peu moindres. Donc on peut aussi construire, il va falloir construire avec les règles du ZAN. Alors on y reviendra au zéro artificialisation nette, c'est quand même une vraie question. Mais tout ça, c'est ça. On ne peut pas parler d'attractivité sans dire les Français, on est dans un pays libre, on le voit aujourd'hui et tant mieux, ils veulent vivre aujourd'hui à 84% être propriétaires dans une maison individuelle avec un petit bout de terrasse, un petit bout de jardin s'ils peuvent, mais en tout cas voilà leur désir. Alors la maison individuelle, le collectif aussi, ça peut être très bien aménagé, très beau collectif. Donc c'est ça, c'est le confort d'abord de la famille, du travail, ce qui veut dire forcément une construction neuve ou une rénovation d'ampleur énergétique aujourd'hui. La mobilité, quand on parle d'attractivité, elle est là. Elle est là presque. Elle est déjà là dans les points. Mais même spontanément, quand vous allez poser la question à des électeurs ou à des citoyens d'une ville, quelle que soit la taille, ils vont souvent vous parler mobilité. Absolument, et c'est pour relier les bâtiments et les commerces, c'est vraiment le système sanguin du système, et on peut être beaucoup plus heureux ou beaucoup moins heureux selon que la mobilité fonctionne ou pas. Donc c'est très important d'avoir une mobilité fluide. Nous, on œuvre aussi pour qu'elle soit durable, qu'elle abîme moins la planète aussi. Et ça, les gens, ils sont très attachés. On a toutes nos propositions, on les a testées avec l'Institut Cantar et c'est un vrai plébiscite. Les gens ont envie de mobilité durable. Mais alors, je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui habite un village et qui tous les jours prend sa voiture pour aller
aller travailler dans la plus grande ville qui est à 25 minutes de voiture. Il n'a pas de solution de transport en commun, il ne va pas prendre son vélo parce qu'il trouve que c'est trop loin. Qu'est-ce que des élus locaux peuvent proposer pour favoriser la mobilité durable? Alors, on en a plusieurs, mais on peut déjà qu'il parte et qu'il arrive dans un lieu qui conjugue point de mobilité et services. C'est ce qu'on appelle les relais mobilité-services. Donc, ceux qui favorisent le commerce local. C'est-à-dire que ça, il faudrait que ce soit tout au même endroit. Il y a plein d'expérimentations comme ça. Ce qui est important, c'est que nos propositions ont été testées partout. Pas que en France, mais on a à chaque fois, pour chacune, 3 ou 4 exemples qui sont des succès. Ça marche. On sait que ça marche. Ça marche. Okay. Et donc, un des trucs qui marche, justement, c'est ça. C'est concentrer le bureau de tabac, la boulangerie, etc., au départ de la ligne. Ça, c'est un axe. Un autre axe, c'est tout ce qui est covoiturage, les axes de covoiturage, faciliter, ça peut être un petit revenu additionnel pour certains et une dépense en moins très importante pour d'autres. Après, il y a aussi vous avez pris l'exemple du rural, mais il y a aussi l'exemple du périurbain, qui est souvent un peu perdu entre deux politiques, en fait, qui est un peu ni l'un ni l'autre. Et là, typiquement, il y a des idées de navettes point à point qui sont très, très importantes. Vous pouvez faire gagner 1 heure par jour aux gens en amenant, par exemple, une navette qui va de la gare au lotissement. Et sans s'arrêter 15 fois, ce qui est un autre service, ça c'est le bus. Voilà, donc on a ce type de propositions. Puis on a aussi des propositions pour les personnes à mobilité réduite, parce que c'est une quantité importante de gens qui ont des vrais soucis et donc qui ont besoin de se sentir dans une ville où ils peuvent circuler. Voilà, on a bien sûr aussi la mobilité des biens qui est très, très importante. Alors, voilà. Quand on parle de mobilité durable, c'est une façon d'introduire la thématique plus générale de la transition environnementale, de la transition énergétique. Philippe Coy, là aussi, il y a des propositions de la CPME pour... inciter les maires à intégrer ces enjeux dans leur axe. C'est une évidence. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie. Ça serait d'ailleurs une grosse erreur de prendre à corps le sujet de l'environnement et de la transition qui s'impose à nous. D'ailleurs, la CPME s'est engagée dans ce dialogue de proximité, en étant présente pour la première fois de l'histoire au Salon des maires, pour avoir cette proximité avec les acteurs des territoires, aujourd'hui à l'aune du premier tour des élections municipales, pour accompagner aussi ce que les commerçants ont besoin, parce qu'on parle de transition, mais derrière, il y a des coûts. Et forcément, nos entreprises aujourd'hui sont sur des marges contraintes, des marchés compliqués, et donc il ne faut pas opposer cette évolution, cette nécessité de prise en considération des évolutions sociétales et environnementales au regard de l'économie de nos entreprises. Donc, c'est tous ces paramètres que nous devons accompagner, ce que fait la CPME dans ses différentes missions et avec ses fédérations adhérentes, parce que si on opposait la transition écologique à la raison économique, ça serait un échec. Et là aussi, c'est plutôt une discussion, une concertation, ce qui est faisable avec les fournisseurs. Mais il y a la pour question, nos établissements. pardon de vous interrompre, mais il y a la question de la place de la voiture dans les centres-villes. Est-ce que oui ou non, quand on réduit la place de la voiture, on nuit au commerce? J'entends tous les sons de cloche. Vous posez une bonne question dans laquelle la réponse est très complexe. Très complexe. Le oui ou non. Oui, on peut vivre un centre-ville apaisé sans automobile, mais à la seule et unique condition de l'accompagner. Ce centre-ville. Déjà, ce que nous préconisons à la CPME, c'est un dialogue avec les élus. Parce que quand vous envisagez une piétonisation, une végétalisation de votre centre-ville, il faut le faire en concertation, parce que des commerçants ont besoin des camions de livraison. Vous avez quand même besoin de familles qui arrivent avec des enfants. Donc tout cela se fait dans une concertation. Et c'est là où, souvent, vous opposez les commerçants avec le stationnement. C'est un débat omniprésent dans les municipales. On a fermé le stationnement, on ne peut plus venir commercer chez moi. Non, d'abord, il faut penser un centre-ville comme une galerie marchande à ciel ouvert. Et en fonction de cela, y donner des aménagements. Y donner aussi en amont, parce que ce sont des travaux longs, une concertation. Je comprends mes collègues qui sont en difficulté parce qu'ils découvrent que la rue va être barrée et que les places de stationnement sont supprimées au bénéfice de parking relais. C'est très intelligent, mais il faut le faire dans l'aménagement et dans la concertation. Alors, je vous pose à peu près la même question, mais en rebondissant sur ce ZAN, là, ce zéro artificialisation nette, qui fonctionne peut-être un peu comme un épouvantail pour certains élus. À tort ou à raison, je ne vais pas prendre parti ici, mais est-ce qu'on peut concilier cet objectif
zéro artificialisation nette 2050, avec l'attractivité dont on parlait tout à l'heure, la croissance économique des villes. Alors en fait, ça a été débattu, mais Oui. pas vraiment dans l'opinion. Et puis on s'est très vite aperçu que le zéro artificialisation nette, finalement, c'était très bien pour la planète, et tant mieux, et qu'il y avait beaucoup de friches disponibles aujourd'hui, c'est-à-dire des zones déjà imperméabilisées. Ouais. Et là-dessus, on peut faire beaucoup de choses. Alors évidemment, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont déjà pollués, et donc ça coûte beaucoup plus cher. Mais quand même, soyons intelligents. Et nous, ce qu'on dit dans le bâtiment, on n'est pas des bétonneurs compulsifs ou des grignoteurs de terres agricoles, surtout pas. D'abord, occupons-nous des friches. Mais il y a quand même une réalité aujourd'hui, c'est réindustrialiser la France ou développer des services, les commerces et tout, les commerces spécialisés aujourd'hui qui changent. Le monde change tellement vite aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Eh bien, on doit faire du cas par cas, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. On avait dit le ZAN, bon, allez, 1 hectare par chaque, par chaque commune, et donc on va construire la moitié de ce qu'on a construit les 10 dernières années, mais ça marche pas partout. Pour certaines villes, certains territoires où il va y avoir de la réindustrialisation. On a parlé beaucoup des méga-factories, on a parlé beaucoup de toutes ces choses électriques, où toutes les... Ben oui, aujourd'hui, on voit que l'industrie de l'armement, de l'aéronautique est en croissance. Eh bien, il va falloir loger du personnel à côté, loger des ouvriers, comme dans le bâtiment, il va falloir loger des cadres, il va falloir loger des ingénieurs, et ceux-là n'ont pas forcément envie de vivre dans l'existant, donc il va falloir construire. Ouais. Donc, il va falloir adapter. C'est un peu ce que... On parlait des zones flash il y a 2-3 ans. Le président Macron parlait des zones flash. C'est-à-dire, oui, on fait un truc commun à toute la France, mais finalement, là, Dunkerque, ah oui, on avait oublié qu'il fallait des logements avec les méga-factories. On ne va pas faire déplacer 8000 personnes chaque jour. C'est un principe pour tout le monde, mais la capacité de l'adapter en fonction des projets. C'est ce que je comprends. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus là-dessus, avec les nouveaux gouvernements, parce qu'ils mettent en exergue ce qui a très bien fonctionné. C'est vrai, la construction des Jeux Olympiques, moins de recours à la construction, sur le foncier, sur tout ça. Il y a eu tous les recours possibles, hein, évidemment. Mais en tout cas, ça a été réduit. Notre-Dame, exactement la même chose. Des passations de marché, le marché public, plus rapide, mais dans toutes les règles. En revanche, on a suivi vraiment seconde par seconde l'évolution du dossier. Ouais. Et on a vu que, normalement, Notre-Dame, on aurait dû le faire en 10 ans, on l'a fait en 5 ans. Donc tout ça, en fait, devient un peu, pas la norme, mais presque, pour tous les projets qu'il y a en France. Et j'allais dire, tant mieux. Ne soyons pas dogmatiques, enfermés dans un cadre. Et ça, puisque vous avez rebondi tout à l'heure sur la rénovation énergétique et sur l'environnemental, eh bien voilà, soyons intelligents. Mais aujourd'hui, il va falloir aussi faire des efforts pour loger les Français, pour qu'ils puissent travailler à proximité de leur industrie, sinon ça va finir par faire des gilets jaunes. Je vais passer, oui, ça, effectivement, on l'a connu, et on peut considérer que les Brest ne sont pas totalement éteintes. Je vais passer d'un acronyme à l'autre, du ZAN aux ZFE, les zones à faible émission, puisque ça concerne en plein, Gaël Keinec, les enjeux de mobilité. Là aussi, il y a le... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont devenus des enjeux politiques, notamment dans ces élections municipales, servant aux uns de totem à défendre, aux autres et d'ailleurs c'est caricatural parfois des deux côtés, d'épouvantail à détruire. Ces ZFE, elles ont été quoi? Vidées un peu de leur substance finalement, ces zones à faible émission dans les centres-villes? Les grandes villes? Dans les grandes villes, oui. Un petit peu, oui. Elles sont, en tout cas, elles sont très, très flexibilisées au point qu'effectivement, elles deviennent moins les contraintes qui avaient été imaginées. Mais on parlait de concertation tout à l'heure. Voilà, je pense que dans les deux cas... C'est parce que ça n'a pas été pensé suffisamment en concertation? Je pense quand même qu'il y a eu des concertations, parce que la concertation même est encadrée par la loi en France. Mais ici, on porte un discours d'entreprise et qui est par essence pragmatique, mais qui peut être exigeant. Nous, on prône l'exigence lucide. C'est un pléonasme d'ailleurs. Et donc, ce qui a sans doute manqué, c'est ce côté lucide. Et là où souvent l'erreur commence, c'est quand les gouvernements ou l'administration va aller être prédictif sur les moyens et non pas sur le cap. Donc on doit être extrêmement ferme sur le cap, et je pense que le cap de l'artificialisation, le cap de maintenir la biodiversité, il est extrêmement important pour nous tous, pour nos enfants, pour notre économie, pour notre résilience. De même que chaque inondation, on parle de artificialisation. Hein. Le lien, il est quand même réel. Et sincèrement, moi je ne rencontre plus une entreprise qui n'ait pas réellement cet objectif chevillé au corps. Il y a peut-être 20 ans, parce que nous on a 20 ans, on pouvait
pouvez avoir des débats. Là, il n'y a plus de débat. Le débat, il n'est pas sur le si, il est sur le comment. Mais par contre, le rôle de l'administration n'est pas d'être prédictif sur le comment, parce qu'elle ne peut pas. Parce que c'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop local, c'est beaucoup trop... Donc... c'est quand elle s'éloigne de son rôle prescripteur sur le cadre et qu'elle dérive sur les moyens qu'elle peut tomber dans des choses trop dogmatiques. Ouais. Est-ce que les crises, c'est des accélérateurs de changement? Là, on est en pleine crise, guerre au Moyen-Orient, avec les conséquences sur le marché de l'énergie que l'on connaît et la crainte, si ça dure, que ça devienne un nouveau choc pétrolier. On n'y est pas encore, espérons qu'on n'y arrivera pas. Mais bien de le dire, toutes les crises sont des accélérateurs de prise de conscience. Oui. Après, sont-elles des solutions en soi? Je le pense, si tant est que les filières aient l'audace de se transformer, de s'adapter et de considérer le moment de la crise, du choc, comme un signal fort qui doit être accompagné pour une évolution. Si on le reçoit comme une sanction, forcément on se replie, on se renferme. Si on regarde les conséquences de la guerre en Ukraine et de cette flambée des prix de l'énergie, il y a eu une prise de conscience, même au sein des PME, sur le sourcing de leur énergie. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une filière dans le métier du commerce et de proximité, les boulangers, qui ont payé un lourd tribut parce qu'il y avait un mauvais accompagnement ou de mauvais conseils sur l'accès à l'énergie, et avec des contrats dérégulés qui se sont trouvés dans des explosions significatives de tarifs qui a conduit malheureusement à la fermeture de nombreuses boulangeries de proximité. Donc il y a là aussi, dans tous les sujets, vous avez évoqué tout à l'heure la concertation, c'est par la loi. Oui, je dis oui à la concertation, mais je dis encore plus oui, et j'applaudis dès demain, quand il y a de l'écoute. Parce que faire des réunions, et je pense qu'ici on est habitué à siéger dans des réunions pour dire il y a eu un dialogue et je décide ce que j'ai envie qu'il soit décidé, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est là où ça... Vous l'avez vécu souvent, ça. Il y a des... Je pense... Même à l'échelon local? À l'échelon local, bien évidemment. C'est pour ça que à la CPME, nous avons ce petit guide, c'est adopter le réflexe PME. C'est pour mieux nous comprendre, non pas pour faire de la politique, on laisse ça aux politiciens. On est là pour expliquer la vie économique, les attentes sur la fiscalité, sur les règlements, sur l'évolution environnementale, pour qu'elle soit appropriée, adoptée et non combattue. On va reparler fiscalité tout de suite, mais un mot de l'échelon. Je veux bien vous entendre là-dessus quand même, Olivier Salomon, parce que il y a 35 500 communes en France. Il y en a, je crois, un peu plus de 10 000 en Allemagne. Si on regarde le ratio à la population, bon, je vais pas vous faire, on va pas faire les maths ensemble, mais est-ce qu'il y a trop de communes ensemble et en France, est-ce que finalement le bon échelon? Il y a beaucoup de décideurs. Et puis vous cherchez quel interlocuteur? L'intercommunalité, vous avez les uns les autres employés ce mot-là. Un peu comme beaucoup de grandes fédérations, mais à la Fédération des bâtiments, on est présent dans les 101 fédérations. N'oublions pas l'outre-mer, très important l'outre-mer aussi pour ces municipales. Et donc on est au plus proche de toutes les communes, de tous les maires, et donc on est là d'une façon pragmatique pour leur donner des conseils. Moi, je le sais, je l'ai fait quand j'étais président départemental et dans mon département, etc. Je suis allé voir dans les villes. Et en fait, qu'est-ce qu'il en est sorti? Oui, toutes les crises que l'on a connues depuis le Covid, des règlements, etc. derrière, inflation, des matières premières, les énergies fossiles qu'il faut éradiquer. Hier encore, j'étais au ministère pour l'électrification des bâtiments en France, justement, pour sortir de tout ça. Ça, c'est du concret, c'est une accélération. Et puis le titre de l'émission, le titre de la chaîne Smart, la Smart City, ça y est, elle est en place. C'est-à-dire qu'il y a des communes moyennes, petites et plus grandes qui investissent dans les capteurs, qui investissent dans les logiciels, dans les algorithmes et maintenant dans l'intelligence artificielle et qui changent. Effectivement, c'est toujours bon pour la rénovation et pour les métiers du bâtiment. Beaucoup d'appareils de production de chauffage, de rafraîchissement, de traitement d'air aujourd'hui, mais je dis ça fait 15 ans que ça existe, mais accéléré depuis 2020, pour faire des économies d'énergie derrière. Eh bien, on se rend compte que quand on a investi dans cette technologie, il faut à peine 3-4 ans pour revenir sur des investissements qui furent énormes. Mais aujourd'hui en France, c'est ça, les bâtiments publics, les bâtiments communs, et même souvent à la maison, eh bien, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de thermostat d'ambiance. Mais alors, je repose ma question, parce que vous n'y avez pas tout à fait répondu, c'était l'échelon de l'intercommunalité qui m'intéresse, parce que ça coûte souvent pas mal d'argent, les investissements dont vous nous parlez. Et quand on est maire d'une petite commune, et c'est l'immense majorité en France, de moins de 1000 habitants, on n'a pas les moyens de travailler à la rénovation énergétique des quelques bâtiments publics. Donc, est-ce que c'est un bon interlocuteur pour vous, l'intercommunalité? Oui, c'est un bon interlocuteur, mais enfin, c'est vrai qu'il faut attendre tous les 4-5 ans, où il y a des compétences
compétences qui sont redistribuées à la région, au département. Dans ce département, il peut y avoir une métropole, mais il y a aussi une agglomération et puis une commune. Bon, je ne me présente pas aux élections municipales, ni politiques, ni quoi que ce soit. Moi, je suis président d'une fédération. Mais c'est vrai que quelquefois, il faut être assez pertinent, il faut être clairvoyant pour savoir qui va décider. Pour trouver le bon échelon administratif. Et à la fédération, on est obligé, d'ailleurs, et à chaque fois qu'il y a des élections différentes, de refaire des propositions. Là, on en a fait 30. Le titre de nos propositions, il est clair et net et il est brut. Hein, c'est maire sans grue, maire battue. Vous voyez, ça change un petit peu de ce qui s'est passé il y a quelques années, où on disait que les constructeurs, les maires constructeurs allaient être battus. Mais là, c'est la vérité. S'il n'y a pas de maire, s'il n'y a pas de grue, effectivement, les habitants ils jugent le dynamisme aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Allez, un dernier mot, Philippe Coy, autour de la fiscalité. Qu'est-ce que vous proposez en la matière? Qu'est-ce que vous attendez là des futurs élus en matière de fiscalité locale? Il faut faire attention. Les communes fonctionnent avec la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est grignotée année après année. Les budgets sont contraints. Une mairie doit fonctionner avec un budget à l'équilibre, ce qui n'est pas le cas malheureusement de l'État. Je le dis, j'ai été élu local et donc il y a aujourd'hui, devant un tarissement de la source nationale, une volonté parfois de fiscaliser, d'augmenter localement. Là aussi, c'est souvent la parole de l'État qui est bonne. Moi, j'enlève des taxes et forcément, vos collectivités, elles ont des coûts de fonctionnement. Elles ne peuvent pas se priver de la ressource. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent les droits de terrasse, les droits d'exploitation de l'espace public, la fiscalité locale. Donc, là aussi, il faut avoir cette prudence d'avoir une fiscalité équilibrée, progressiste, discutée. Parce que, bien évidemment, quand un élu rajoute quelques pourcentages en bas d'une ligne d'imposition, ça fait des sommes qu'on ne peut pas de suite répercuter dans l'exploitation de nos commerces ou de nos entreprises. Donc c'est pour ça que je dis cette concertation, elle est cruciale sur l'énergie, la fiscalité, l'harmonie du bien vivre ensemble dans une ville. Parce qu'un maire est jugé sur les grues, très certainement, mais sur la qualité aussi et l'ambiance qu'un centre-ville, un centre-bourg a. Gaël Keinec, ces innovations, est-ce qu'elles coûtent forcément beaucoup d'argent dans les bonnes idées que vous proposez? Alors nous, justement, on s'est employé à se restreindre à des idées qui ne coûtent pas trop d'argent, parce que de toute façon, c'est pas une commune ou même une interco qui va faire une autoroute et tout. On n'est pas sur ce type de sujet. Ce type de sujet, on en discute ailleurs. Donc elles sont toutes, sincèrement, à la portée d'un budget communal ou intercommunal pour les villages auxquels vous parliez. C'est beaucoup plus de l'optimisation. C'est le boulot des maires d'optimiser l'existant. Ils héritent d'un existant et donc elles sont finançables. Et je pense que ce qui nous réunit tous les trois, c'est qu'on essaie de les aider, parce qu'on est très conscient que c'est pas un job facile. On est bien d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Donc évidemment, vos propositions, elles sont à retrouver sur les sites de la CPME, de la Fédération Française du Bâtiment ou sur Moving On. Merci encore. À très bientôt sur notre antenne, sur Be Smart for Change. Je vous dis d'aller voter, tiens, ce 15 et 22 mars. C'est toujours important. Comme ça, vous pourrez vous plaindre après. Allez, à bientôt pour un nouveau Smart Trends.